Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, donc c'est la conférence d'après. Donc nous allons passer 45 minutes ensemble. Je suis Xavier Huin. Je me présente rapidement, mais je présenterai les intervenants juste après. On va passer 45 minutes ensemble pour parler de Evolu. Donc Evolu, ça veut dire, je vous le dis tout de suite, engagement volontaire pour une logistique urbaine plus efficiente. Et c'est une initiative dont je vais détailler un petit peu les contours, qui a démarré il y a à peu près 2 ans, et dont on va vous donner aujourd'hui les premiers résultats. Donc vous avez 4 intervenants avec moi. On va faire une sorte d'histoire en fait de Evolu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment ça s'est passé, à quoi on a abouti aujourd'hui, et surtout terminer par qu'est-ce qu'on pense continuer pour les prochains mois ou années. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi 4 intervenants. Il y avait une 5e, Nathalie Wouk, de la région Île-de-France, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui pour des raisons personnelles. Donc je commence par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Derdois, qui est manager mobility de PTV Group. À ses côtés, Gaëlle Quéré, la directrice RSE Distribution Express de Géodis. De l'autre côté de la scène, Christelle Seyé, directrice de la mobilité de Grand Paris Seine-Ouest. Et pour terminer, Tariel Chamois, qui est Head of Sustainability France et Maghreb de DB Schenker. Alors ces 5 moins 1 acteurs, on les a réunis en fait sur ce projet Evolu dont je vais vous parler maintenant, en passant le slide. Ce projet Evolu, donc engagement volontaire pour une logistique urbaine efficiente, qui fait appel en fait à beaucoup d'acteurs. Et vous allez voir en fait sur ce slide les différents acteurs qui sont impliqués dans cette initiative, qui est une initiative privée en fait au départ, et qui est à mettre au crédit en fait de 3 associations. La première, c'est pas très bien, mais donc la dernière sur le slide, mais la première que je représente, qui est l'Institut du Commerce. Donc j'ai oublié de me présenter, je suis le directeur général de l'Institut du Commerce, qui est une association qui regroupe les fabricants, les distributeurs des produits de grande consommation, donc les Carrefour, Auchan, Leclerc et tous les fournisseurs que vous allez pouvoir trouver dans leurs magasins. Mais 2 autres associations que vous connaissez bien, le Club Déméter qui anime la fresque de la logistique juste derrière, et France Supply Chain, dont Valérie Macrez est présente ici. France Supply Chain qui est vraiment l'association de la verticale supply chain, tout secteur confondu. Donc vous avez compris que ces 3 associations sont totalement complémentaires et ont un certain nombre d'entreprises adhérentes qui sont très concernées par la logistique urbaine. Et on a eu cette idée bizarre et étrange de travailler ensemble, de vouloir travailler ensemble en fait, et de mettre en commun finalement tout ce réseau de nos adhérents pour travailler sur une logistique urbaine plus efficiente. Ce que vous voyez au milieu, ce sont les territoires, enfin le territoire qui est représenté donc par Christelle, le territoire Grand Paris Seine-Ouest, qui, comme son nom l'indique, est à l'ouest de Paris. Et vous voyez ici en fait les différentes communes qui sont concernées, enfin qui sont dans ce territoire. Ça représente quand même 320 000 habitants, donc c'est déjà une taille assez conséquente. Un territoire avec une étendue qui est à la fois très urbaine, par exemple Boulogne-Billancourt ou Vanves sont des territoires qui sont extrêmement urbains, mais vous avez aussi des territoires un peu plus champêtres, on va dire, Marne-la-Coquette, tout à l'ouest de ce territoire, et vous avez un fleuve au milieu, vous avez la Seine, donc c'est finalement un territoire qui est très représentatif, avec des contraintes qui sont assez intéressantes pour la logistique urbaine. Et vous avez en dessous les sponsors et les partenaires techniques de ce projet. Donc les sponsors, la région Île-de-France, donc Nathalie ne peut pas être là malheureusement, mais la région Île-de-France qui subventionne cette initiative, qui subventionne ce projet, et j'y reviendrai juste après. Et les 3 partenaires que vous voyez ici, LLC, associé avocat, donc pour le cadrage juridique, qui était un point extrêmement important sur lequel on a passé beaucoup de temps pour vraiment donner un cadre juridique totalement sécurisé pour que les contributeurs, entre autres DB Schenker et Géodis, mais d'autres également, puissent partager leurs données en toute confidentialité. Et donc ça, c'est un travail qui a été extrêmement important pour cadrer l'aspect juridique de ce projet. Les 2 autres que vous voyez ici, PTV, donc, qui est représenté par Jean-Baptiste pour tout ce qui est traitement des données, mais je laisserai la parole à Jean-Baptiste qui vous expliquera tout ce qu'on a pu sortir avec les données qu'on a collectées, et Sprint Project, sur la gestion de projet et sur l'innovation, donc qui nous a beaucoup aidé pour aussi organiser cette conférence aujourd'hui. Alors,
le projet en tant que tel, avait, pour ceux qui nous avaient suivis il y a 2 ans ou un petit peu plus, on avait présenté en fait ce projet avec plusieurs phases. La première étant la collecte de données, parce qu'il était extrêmement important de savoir ce qui se passe en fait sur un territoire avec des contributeurs, avec des chargeurs, en fait, avec des acteurs économiques qui livrent des marchandises sur ce territoire. Et donc on a eu en fait 5 contributeurs. Donc vous voyez ici 2 dans la messagerie express dans le B2B, 2 plus orientés e-commerce, point relais ou click and collect, et un contributeur avec des magasins physiques. Alors seuls 3 ont accepté de partager leur nom, donc Geodis DB Schenker que vous voyez ici, et Raja, donc, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui a contribué donc, à ces données. Le périmètre, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 5 entreprises contributrices, ça représente en fait, alors on a collecté des données sur 3 périodes, en fait octobre de 2021, 2022, 2023, pour avoir une évolution aussi sur des mois comparables, 2020, 2021, 2022, pardon. Et toutes ces données représentent quand même 400 livraisons ou ramasses par jour. Ça représente quand même un volume qui est assez conséquent. Alors on peut se dire, comme ça j'évite peut-être la question, oui, c'est que 5 contributeurs, mais ça représente finalement un volume de données qui est tout à fait pertinent et sur lequel on a des résultats qui sont très intéressants à partager. Donc voilà pour le projet Evolu en tant que tel. Et donc je devais passer la parole normalement à Nathalie. Ces slides sont présents ici. Je vais juste demander à Valérie de dire un petit mot peut-être. Merci. Oui, alors je n'ai pas la prétention de remplacer Nathalie Hook, pardon, c'est mieux, ok. Juste signaler qu'on est bien déçu qu'elle ne soit pas avec nous aujourd'hui, pour des raisons personnelles assez dramatiques. Néanmoins, je tiens vraiment à remercier la région Île-de-France d'avoir soutenu, bien sûr, financièrement le projet, sinon ça aurait été très compliqué pour nous, mais surtout de nous avoir soutenus tous, dans l'accompagnement, dans la démarche. Ce n'était pas que du financement. Donc je tenais à le signaler. Merci Valérie. Donc moi, juste en 2 mots, je ne vais pas non plus prendre ces slides, mais c'était surtout, je vais passer sur le suivant. L'idée était surtout pour Nathalie de montrer l'engagement de la région en fait, dans les différentes initiatives liées à la logistique urbaine, comme vous le voyez là. Pour avoir une meilleure connaissance des types de flux et de leur intensité. Donc vous voyez Evolu qui est au centre de ce slide. Il y a évidemment d'autres projets que la région finance. Donc l'idée était effectivement que Nathalie partage l'engagement de la région Île-de-France dans ces différentes initiatives, dont Evolu. Alors, ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va passer à la partie des résultats. Et donc c'est Jean-Baptiste qui va commencer. Je vais passer juste le slide. Vous allez voir une belle carte de GPSO avec plein de points. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Baptiste Derdois, donc de chez PTV. Donc chez PTV, nous sommes éditeurs de solutions logicielles pour l'optimisation des mobilités. Donc ça concerne l'évolution des mobilités liées à la logistique, mais aussi l'évolution des mobilités tout mode, donc multimodales, donc les mobilités des personnes sur les territoires. Donc c'est nous qui avons pris en charge l'exploitation des données qui ont été transmises par les partenaires. Et donc on a récolté un total donc, de plus de 25 000 livraisons et ramasses sur le territoire de GPSO. Et on les a analysées. Donc grâce aux solutions logicielles, on a reconstitué les tournées, on a pu faire différentes analyses. Et donc on vous en présente 2 principales ici. Donc la première qui est présentée ici, c'est la présentation, le niveau de service des livraisons en termes d'accessibilité à une aire de stationnement. Donc sur le territoire de GPSO, il y a aujourd'hui 260 aires de stationnement. Et ces 260 aires de stationnement qui sont représentées par les triangles jaunes, elles permettent du coup de desservir 5000 livraisons dans une hypothèse d'aire de chalandise de 50 mètres. Donc il y a 5000, c'est-à-dire 20% des livraisons et ramasses qui sont dans l'aire de chalandise d'une aire de stationnement sur le territoire aujourd'hui. Et donc ça veut dire aussi qu'il y en a 80% qui sont à plus de 50 mètres et il y en a notamment 40% qui sont à plus de 150 mètres. Donc à partir de ce constat, on a réalisé l'exercice d'augmenter l'offre en aire de livraison
pour voir quel niveau de service on pouvait offrir aux livraisons et aux ramasses. Et donc, en passant de 260 à 400 places, en les positionnant de manière opportune. Donc, voilà, donc on a rajouté ici, on est parti donc des 260 R en jaune, on en a rajouté 140 en plus, en les plaçant du coup de manière pertinente, et ça a permis du coup de desservir 50% des livraisons et ramasses en conservant cette aire de chalandise de 50 mètres. Et on a poussé l'exercice et on est allé jusqu'à 650 R qui permettraient donc ils ne sont pas représentés ici, mais qui permettraient de desservir 75%. Et en allant jusqu'à 1000 R de stationnement, on couvrirait 90% des livraisons et ramasses sur le territoire. Donc ça, bien sûr, c'est un exercice théorique, c'est un constat qui après pourra être mis en perspective du coup avec le territoire de GPSO. Donc ça, c'était la première approche, comment passer de 20% de ramasse et livraison desservies à un meilleur taux et un meilleur niveau de service. Le deuxième exercice qu'on a fait, parce que du coup c'est présenté ici, donc l'enjeu c'est quand même aussi d'arriver sur le territoire. Donc on a aussi analysé les temps de parcours qui sont donc les temps de parcours des véhicules de livraison. Donc ce qu'on a constaté, c'est que sur le territoire GPSO même, l'impact en termes de temps de parcours, il est relativement faible. Il y a 45% des tournées sur le territoire qui ont un temps de parcours qui est inférieur à 10% d'un réseau à vide. Donc les bouchons, entre guillemets, impactent relativement peu les tournées sur le territoire. En revanche, pour le déplacement du dépôt jusqu'à l'accessibilité du territoire, là, il y a un vrai enjeu. Et pour pouvoir réaliser les livraisons et les dessertes à partir de 9h du matin, ça veut dire qu'il faut partir tôt et il faut être en fait sur le réseau structurant d'Île-de-France pendant la pleine période de pointe. Et donc la question qui s'est posée, c'est comment éviter d'être justement contraint de circuler sur le réseau magistral d'Île-de-France et comment un peu s'émanciper de cette période de pointe. Et donc l'idée qui a été travaillée, c'est la question des hubs urbains. Et donc on a fait l'exercice ici de positionner 3 hubs urbains de manière pertinente sur le territoire, c'est-à-dire de pouvoir couvrir le territoire, mais aussi d'être sur des axes qui sont relativement accessibles pour la circulation routière. Et donc là, les trois hubs proposés sont représentés ici par les triangles bleus. Donc un sur Boulogne, un sur ici Montmirail-au-Vent et puis un vers Sèvres. Et donc à partir de ces positions-là, on serait en mesure, avec une aire de chalandise théorique de 2 km, de desservir 95% des livraisons et ramasses sur le territoire, en respectant notamment la question des coupures urbaines et notamment du coup la Seine qui impose des contraintes en termes de circulation. Voilà donc les deux principales conclusions que je voulais vous présenter ici. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors maintenant, je vais laisser la parole aux contributeurs, en commençant par Gaël, qui va nous parler de comment vous êtes arrivé dans ce projet, dans cette initiative, et quelles sont les stratégies que Géodis a en fait pour la logistique urbaine. Alors, comment on est arrivé sur ce projet? Je pense que c'est parce qu'on est aussi dans les sujets avec France Supply Chain et tous ces acteurs, et on cherche tous ensemble des solutions, puisqu'en fait, effectivement, on a bien conscience que ces sujets, on devra avancer en coopération, parce que seul, on va avoir du mal à aller jusqu'au bout de nos ambitions. Et donc, si on veut parler juste de la logistique urbaine, pour travailler sur ces sujets, pour les transporteurs, il y a un peu 3 piliers majeurs. L'optimisation du transport, la réduction de kilomètres, l'optimisation des chargements. Ça, c'est un peu notre cœur de métier, c'est ce qu'on faisait déjà. Mais on recherche toujours de l'innovation dessus, et quel que soit le transporteur. Après, il y a la partie transition. Effectivement, quand on va parler de nuisances environnementales, on va parler de transition aussi écologique, donc technologique sur les véhicules. Donc là, on a toute l'évolution technologique des véhicules avec les véhicules électriques, bio-GNC. On a aussi des sujets d'avitaillement énergétique, ce qui amène des sujets aussi d'organisation.
Donc, transition écologique, technologique. Et le troisième pilier, ça va être l'organisation et la logistique au sein de la ville. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'adapter aussi au fonctionnement de la ville, au dispositif qu'il va y avoir, l'implantation des commerçants. Est-ce qu'il y a effectivement un fleuve? On peut imaginer des barges. Est-ce qu'il faut avoir un centre au cœur de la ville ou déporter? Donc, on va avoir différents dispositifs et on est obligé de s'adapter en fonction des collectivités et des implantations nécessaires et même de là où sont nos agences. En fait, à chaque fois, on se pose des questions de comment on est implanté, qu'est-ce qu'on peut apporter à la collectivité et quel est le besoin des commerçants et des entreprises. Et en fait, c'est ça la logistique urbaine. C'est un écosystème qu'on doit structurer pour arriver à améliorer notre logistique et réduire notre impact ensemble. Je vais laisser la parole à Tariel pour la suite. Oui, je complète, parce qu'effectivement, tout ce que tu viens de dire est tout à fait correct. Il y a bien longtemps, on était dans les villes pour pouvoir servir les industriels qui exportaient les villes françaises, il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, on se réinstalle dans les villes pour gérer la distribution. Donc la carte qui a été montrée, c'est bien la remise en place d'une structure logistique de distribution dans le cœur des villes. Et dans le cœur des villes pour servir pas la logistique urbaine, mais les logistiques urbaines, puisqu'on est multiples et on voulait, nous aussi, apporter notre contribution en termes de données pour bien se rendre compte du travail qui est fait par ces transporteurs qui sont multiples. On parle de B2C, de B2B, de froid, de grande distribution, de parcelles. Donc on est très multiples et donc il faut une vision. Et là, cartographier, les choses au moins sont claires et on peut les montrer. Sur la question de nos enjeux, elle est clairement apporter du service aux clients de notre client. C'est-à-dire que on a un donneur d'ordre qui est généralement dans une zone industrielle, et puis notre mission, c'est d'aller livrer le client du client, c'est-à-dire dans la ville, et on l'a bien souvent considéré, non pas comme un client, mais comme un tiers acteur. Là, on remet la valeur autour de celui qui finalement a acheté le produit et qui va le consommer, même si lui peut être un redistributeur, parce qu'on fait beaucoup de B2B pour nos deux organisations. Donc, il est là le sujet. Le sujet, c'est de servir le client du client. Et comme ça a été dit aussi, l'enjeu majeur pour nous, c'est d'arriver à réduire les externalités négatives de ce transport de marchandises, externalités qui sont bien souvent donc liées à la pollution sur le centre-ville, même si effectivement on génère aussi du carbone dans les centres-villes avec des véhicules thermiques à carburant fossile. Néanmoins, l'enjeu majeur, il est quand même, c'est un enjeu de santé publique, de congestion et de sécurité. Donc c'est bien ça qu'on essaie de régler en recartographiant l'installation des plateformes et pour optimiser cette distribution. L'enjeu carbone, je le parque, parce que la grande partie des émissions de CO2 que nous générons dans le transport est principalement sur la longue distance. Donc il faut bien compartimenter les deux sujets. Et là, on adresse vraiment le sujet de la question des émissions de polluants. Et tout ça a des répercussions, évidemment, sur la question sociale, puisque quand on transforme la manière dont on opère dans les villes, avec des véhicules alternatifs, peut-être des vélos cargo, on retrouve des barycentres complètement différents. On électrifie aussi beaucoup, et puis après on a d'autres énergies aussi, mais il faut accompagner les conducteurs et le personnel qui travaillent dans ces centres urbains et qui peut-être vont aller vers l'utilisation de bornes électriques et donc tout l'accompagnement pédagogique qu'il faut faire pour bouger tout ça, ne serait-ce que sur le quotidien, mais aussi dans la mise en place des infrastructures. Donc voilà, ce projet, il accompagne finalement la vision de la transformation de la chaîne de distribution des marchandises que nous gérons, en donnant un éclairage, certes fait par une équipe, on va dire, de droit privé, mais qui quand même éclaire quand même l'ensemble du paysage et qui pourra, j'espère, apporter une contribution aussi plus largement et éclaire finalement les pouvoirs locaux. Merci Tariel. Alors, on reviendra après, je reviendrai vers vous deux en fait pour vous poser des questions sur d'autres initiatives que vous pouvez gérer. Mais je voudrais qu'on termine l'histoire en fait avec le territoire, donc avec Grand Paris Seine-Ouest.
Et pour vous, en fait, parce que quand on vous a présenté ces résultats, quelle a été votre réaction? Quels ont été les enseignements finalement que vous avez tirés de tout ça? Alors en fait, on en a profité à plusieurs niveaux. Grand Paris Seine-Ouest n'a été rien que le territoire hôte, on va dire, de toute cette démarche qui a été initiée effectivement par l'ensemble des partenaires. Mais ça a été intéressant pour nous dans la mesure où on s'est aperçu qu'on collaborait véritablement sur le travail de la donnée. Nous, on travaille tous les jours à constituer des bases de données géographiques avec le recensement des aires de livraison, par exemple. On a aussi des comptages routiers et on était plus que ravis de voir que ça pouvait servir aussi à enrichir le travail de l'équipe qui, elle, de son côté, apportait toute la donnée logistique. Et donc ça, c'est le premier rapport pour nous, c'est de valoriser notre donnée aussi, finalement, et d'apprendre à partir d'un travail commun. Alors, dans les enseignements, très clairement, ça nous a permis d'objectiver, en fait, un ressenti et de le quantifier. Alors, peu importe, je veux dire, à la rigueur, nous, ce qu'on cherchait à avoir, c'était pas de connaître le nombre de tonnes qui passaient sur telle route à tel instant ou le nombre de flux de marchandises. En revanche, d'avoir une cartographie, je dirais, des points d'impact de l'activité logistique dans la ville, ça a été extrêmement intéressant et surtout, on voyait tout à l'heure sur la carte, pour bien faire, il faudrait qu'on fasse x4 sur les aires de livraison. On s'aperçoit que des points de livraison sont extrêmement diffus. C'est pas vraiment une surprise, on le savait, on le voit tous les jours, nous, la livraison, notamment à domicile. Mais là, au moins, j'ai la quantité et je sais que je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire que faire x4 sur les aires de livraison dans un milieu urbain déjà contraint, c'est très compliqué. On est confronté tous les jours à la nécessité d'utiliser l'espace de stationnement pour autre chose, notamment à l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est une pression assez forte qu'on a sur l'espace public. On a la même chose sur le stationnement vélo et sur tout type de valorisation, je dirais, de l'espace public. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir travailler ensemble à l'évolution, on va dire, des enseignements de cette expérimentation, avec donc une première étape qui est de dire il y a un travail sur les aires de livraison, mais il serait énorme pour bien faire. Et donc, le fait que soit amenée la question des espaces logistiques urbains, ça a été également très intéressant de voir que ce n'était pas juste deux idées complémentaires, mais c'est que le fait de ne pas pouvoir avancer sur l'une va aussi nécessiter qu'on avance sur l'autre. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et moi, je fais le parallèle un petit peu avec ce qui s'est produit pour nous dans la gestion des flux, notamment des flux de vélos pendant le Covid. On a appris les villes à faire ce qu'on a appelé pompeusement de l'urbanisme tactique ou de l'aménagement tactique, c'est-à-dire qu'on a fait des aménagements provisoires pour voir ce que ça donnait. On a fait des pistes cyclables qu'on a appelées les coronapistes et on s'est aperçu qu'elles avaient une véritable... ça a créé un appel d'air, si vous voulez, et que ça entraînait des flux vélos supplémentaires. Et les pistes qui ont fait la démonstration de leur utilité, on les a préservées. Donc pour moi, je pense qu'on en est un peu à ce stade-là dans les outils logistiques qu'on cherche à construire. C'est peut-être de faire des outils logistiques tactiques, temporaires, expérimentaux, mais de se dire on fait la démonstration de l'utilité et après on sera en capacité de pérenniser, de réserver du foncier de manière plus volontariste. Voilà ce que ça nous a apporté. Merci beaucoup. Merci Christelle. Moi, je vais du coup terminer complètement l'histoire avec... donc là, vous allez voir simplement les intervenants, mais vous parlez un peu de la suite, parce que là, vous avez compris qu'on a eu cette première expérimentation sur un territoire avec la région qui subventionnait ce projet. Il se trouve qu'on a encore un peu de subvention de la région disponible, donc on va pouvoir aller plus loin. Et on a deux pistes en fait qui ont été identifiées. La première, avec le territoire GPSO, avec les acteurs ici présents, sur cette notion de hub urbain mutualisé. Et en fait, je reposerai la question après, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas finalement d'initiative, de réalisation concrète de hub urbain mutualisé, dans le sens vraiment mutualisé entre plusieurs acteurs économiques et opéré par plusieurs prestataires. Donc ça, c'est une piste d'évolution. L'autre piste, qui était celle en fait poursuivie à l'origine de ce projet, en fait c'était quelque chose qu'on avait en tête dès le début de ce projet Évolu, qui était d'essayer de modéliser une approche, une sorte de kit en fait d'outils pour aller voir les collectivités en disant si vous voulez gérer de la manière la plus efficace possible la logistique urbaine dans votre territoire, on vous apporte en fait toute une méthodologie. Donc là en fait on est prêt à tester cette méthodologie-là qu'on a testée. On est prêt à la tester sur un autre territoire
alors qu'on n'a pas identifié aujourd'hui, mais qui pourrait être pas simplement autour de Paris, qui peut être ailleurs, parce qu'il y a des initiatives, et je reposerai la question tout à l'heure à Géodis et à DB, mais il y a des initiatives qui existent dans pas mal de régions, donc ce serait intéressant en fait qu'on les passe en fait sous ce tamis évolue et qu'on les passe en fait avec cette méthodologie-là. Donc ça, ce sont les deux pistes de continuation, d'évolution de cette initiative. Voilà, donc j'ai terminé finalement l'histoire qu'on voulait raconter de où en est Évolue et qu'est-ce qu'on souhaite faire maintenant. Et avant de passer la parole, j'espère que vous avez des questions, mais moi j'ai déjà des questions en fait pour nos deux intervenants, en particulier Géodis et DB, justement sur ces initiatives qui existent, parce que je dis qu'il n'y a pas de hub mutualisé, de hub urbain mutualisé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ariel, tu veux démarrer ou... Oui, je peux démarrer. On est lauréat des trophées Eve il y a 3 jours maintenant pour la mutualisation entre Steph et Schenker sur Rennes, bon, bah, je dis n'importe quoi, avec les triporteurs français et Carriole et Fleximodal. Donc non, la mutualisation, il y en a plein dans le monde du transport. C'est un leurre que de dire qu'il n'y en a pas. Ceux qui ne mutualisent pas ne sont plus là. Voilà. Une facture sur 3 dans le monde du transport est facturée d'un transporteur à un autre transporteur. Donc, indéniablement, il y a de la mutualisation. Mais c'est un peu comme l'ISO 9001, il y a de l'amélioration continue. D'accord, donc je raconte n'importe quoi, mais on peut faire encore mieux. Évidemment qu'il y a encore des marges de manœuvre fantastiques. Sur l'immobilier, on en a parlé, sur le dernier kilomètre, sur les trains, sur plein de sujets. La mutualisation peut encore gagner des parts et non, je crois vraiment dans l'amélioration continue de ce sujet. Je crois que ça ne finira jamais. D'accord. Gaël, est-ce que vous avez des exemples pour le coup, alors mutualisés ou non, mais de hub logistique urbain? Bah, je vais continuer avec ce qu'a dit Ariel, parce qu'on n'a pas parlé de barge, mais on a aussi à Strasbourg. Nous, on a aussi un dispositif avec une agence qui est située justement proche du port d'un embarcadère fluvial pour Strasbourg et un partenariat avec ULS qui opère cette barge qui arrive en centre-ville et en centre-ville avec des livraisons en vélo-cargo. Donc il y a effectivement des partenariats au sein du monde du transport pour trouver des solutions parce qu'on ne peut pas avoir effectivement tout le panel de solutions à nous tout seuls. Très clair. Et j'avais une petite question avant de vous laisser la parole. Une petite question pour Christelle. Quand on préparait en fait cette table ronde, j'aime pas trop ce terme-là, mais cette scène, cette histoire, vous avez en fait dit, mais finalement c'est assez intéressant, il y a pas mal d'acteurs sur le salon qu'on retrouve dans d'autres univers. Donc c'est vraiment en fait votre rôle de gestion de l'espace urbain, finalement. Est-ce que vous pouvez poursuivre un petit peu là-dessus? Oui, c'était assez intéressant de voir que pour la gestion des services publics, pour la gestion de la ville, on retrouve finalement des fournisseurs de solutions que j'ai reconnus sur le salon. Alors, ce n'est pas les mêmes équipes, mais que ce soit pour la gestion de la donnée, pour les capteurs, pour effectivement l'optimisation des flux avec des flux type flux de paiement avec nos usagers. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'acteurs en commun et c'est assez... Je pense qu'ils ont un rôle à jouer aussi pour qu'on arrive à travailler ensemble. Très clair, merci beaucoup. Alors maintenant, je m'adresse à vous. Si vous avez des questions, si vous avez des précisions à nous demander à l'un ou à l'autre, on a été très très clair. Si, oui, il y a toujours une question. Est-ce que... alors attendez, je vais vous passer le micro. Merci. Alors, ça ne va pas être une question, mais ça va être une réponse à Xavier. En termes d'immobilier logistique urbain, je vous mets au défi de me montrer un exemple de mutualisation. La prochaine mutualisation qui va avoir lieu, c'est peut-être entre UPS et Point P dans le nouvel hôtel logistique urbain qui vient d'être ouvert aux Ardoines à Vitry. Aujourd'hui, la mutualisation en tant que telle sous un même bâtiment utilisant la même cour d'activité. Je ne vous parle pas d'un multi-user dans un entrepôt de 100 000 où il y aurait X nombre de locataires. Aujourd'hui, il y a peu d'exemples de mutualisation d'immobilier logistique et
de surcroît urbain. On est, Lyon, HLU, en cours d'ouverture, enfin ouvert depuis début janvier, HLU, La Poste, Schenker, dans le même bâtiment. On n'est pas sur les mêmes cas. Oui, mais la construction du bâtiment a été conceptualisée sur la même structure. Oui, on est sur les mêmes structures, mais on n'utilise pas les mêmes outils. Aujourd'hui, il y a la RATP qui met à disposition des surfaces, mais là encore, c'est en temps partagé. C'est lorsque RATP n'intervient pas, il met à disposition des surfaces. Et ce sont les mêmes surfaces qui sont mutualisées. Dans le HLU du port d'Édouard Herriot, il y a un partage qui est fait, mais chacun a ses propres surfaces et la Poste ne va pas venir chez DBS. Non, effectivement, puisqu'on a des horaires d'opération qui sont les mêmes, donc il n'y a pas de possibilité de mutualisation. La mutualisation se fait quand il y a une convergence, une différence, quand les horaires, par exemple, peuvent être différents. Donc ça peut être le cas, effectivement, d'une opération de nuit par rapport à une opération de journée. Là, dans un cas de figure comme celui-ci, on est effectivement sur les mêmes horaires d'opération, donc la mutualisation se fait sur le lieu en tant que tel, sur l'entrée et l'opération, mais pas sur l'opération de cross-docking, effectivement, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Non? Sûr? Alors moi, j'ai une autre question qu'on ne voulait pas poser, mais il y a une actualité sur les ZFE donc, qui est sortie ce matin, qui sont donc les contraintes sont, si j'ai bien compris, les contraintes baissent. Donc il y a de moins en moins de ZFE qui sont vraiment contraignantes. En fait, il ne reste plus que Paris et Lyon, en clair. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous deux, peut-être encore DB et Géodis, parce que finalement on s'est dit que cette question était un peu éloignée de Evolu, mais finalement ça rentre dedans parce que c'est de la logistique urbaine. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Enfin, quelle est votre réaction là-dessus? Je regarde Tariel, mais Gaëlle en premier. Alors, sur les ZFE, ça donne des contraintes, mais ça donnait aussi une dynamique. Ça a poussé un certain nombre d'acteurs à s'engager et à accélérer, en fait. Donc, DB ou Géodis, on s'est engagé sur ces sujets, on a investi, on a des véhicules électriques, bio-GNC, et en fait, ça donnait une certaine dynamique. Alors, certes, le calendrier était certainement un peu trop ambitieux sur les dates, mais ralentir d'un coup le calendrier comme ça amène tout d'un coup à casser un rythme, à casser une dynamique. Et je pense que ça accompagnait et ça cadrait toutes ces initiatives. Donc nous, on est plutôt favorable, effectivement, à aller plus loin et à continuer sur ces réglementations. Bien sûr, si on pouvait être concerté et avoir un calendrier, on va dire, raisonnable par rapport à nos contraintes technologiques, parce qu'on n'a pas toutes les solutions pour tout. L'avitaillement aussi en énergie, parce que c'est aussi ça la difficulté, hein. Comme disait Christelle, on a des difficultés aussi pour avoir les bornes aux bons endroits, les infrastructures, l'avitaillement énergétique n'est pas si simple que ça. Donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous, en tout cas, cette baisse de restrictions. Et Tariel? Oui, je vais compléter. Effectivement, là, on est sur ce sujet de la transformation du parc de véhicules, on est sur du temps long. Contrairement à ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, où on va dire la data, c'est un temps court, ça se joue sur 6 mois, 2 ans. Les véhicules, ça se joue sur 3 à 10 ans. Et l'immobilier, ça se joue plutôt sur 10 à 30 ans. Quand on touche à la transformation du parc de véhicules, cette fois-ci, avec la transformation énergétique, on ne touche plus qu'aux véhicules, on touche surtout aux infrastructures. Et donc, quand on évoque que ça soit donc le passage à de l'électromobilité, parce que c'est de ça dont on parle, hein, grandement, on est sur un temps plus long. Donc, si on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a 5 ans, quand on a commencé à parler de tout ça, il n'y avait pas de poids lourd électrique. Hein. Enfin, il n'y avait pas de poids lourd électrique. Donc les premiers,
c'est du rétrofit qu'on a généré avec, avec des acteurs très, très locaux. Aujourd'hui, ça y est, il y a des poids lourds, donc le sujet est là. Et quand on casse finalement ce calendrier, hein, on génère une impossibilité d'investissement. Alors il y a ceux qui l'ont fait quand même et ceux qui ne le font pas. Et aujourd'hui, on va aboutir à une situation d'écart concurrentiel entre ceux qui ont bougé des parcs et ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc, quelque part, une concurrence déloyale, puisque les uns auront une partie de leur parc qui aura muté, les autres non. Et donc, économiquement, on ne sera pas au même diapason sur le marché libre du transport de marchandises. Donc, je vois ça comme une vraie inquiétude. Une vraie inquiétude, même si, tout à fait d'accord, le calendrier était évidemment un petit peu trop... la barre était un petit peu haute. Donc voilà, un peu critique effectivement sur ces allers-retours et sur ce manque de vision à long terme. D'accord, donc on parlait tout à l'heure avec Christelle des petits pas ou des initiatives en fait, qui permettent d'avancer. Cette vision long terme, elle est importante, mais donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il faut peut-être avoir une vision qui soit un peu plus réaliste que ça. Ok. Alors, dernier appel à la salle pour vos questions, nombreuses ou pas? Non, toujours pas de questions. Ben, s'il n'y a toujours pas de questions, moi je tiens à remercier vivement tous les intervenants, donc Tariel Chameroy, Christelle Seyé, Gaël Quéré et Jean-Baptiste Derdois. Et de nous aider en fait sur Evolu et de continuer à faire que cette initiative soit la plus pertinente possible pour tous les acteurs économiques, chargeurs comme territoire et la région au sens large. Donc merci beaucoup et merci à vous. Merci Xavier.